Matryoshka. En fait, Robert Renucci nous fait entendre les mots différemment. Lorsqu'on parle de commun, nous on pourrait penser à quelque chose d'un peu banal. Eh bien non, lui il parle de la mise en commun, de la richesse, de l'échange. Et d'ailleurs, on peut imaginer que Robert Renucci a su se nourrir de ces rencontres tout au long de sa carrière, que ce soit au cinéma, dans Coup de foudre de Diane Curis, dans Escalier C de Jean-Charles Daquela ou dans Masque de Claude Chabrol. À la télévision, vous l'avez peut-être vu, même récemment dans la série Un village français, ou au théâtre, que ce soit sur scène ou à la sortie de scène où il aime bien rencontrer son public, ou même dans ce festival qu'il a créé en Corse dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle l'Aria, où il réunit différents amateurs de tous les arts en tout genre et qu'il fait travailler ensemble. Clairement, il se nourrit de rencontre en rencontre, de personnage en personnage, mais ça nous donne envie de lui poser une question. Après tout, dans la vraie vie, quel est son vrai rôle à Robert Renucci? Déjà, en ce qui me concerne, j'essaie de vivre ces 730 000 heures en gros que nous avons à vivre le mieux possible pour être heureux d'avoir été sur cette terre et d'avoir pu transmettre ce que j'ai reçu au fond. Et donc dans cet endroit, il y a beaucoup d'amour en effet. Et l'amateur, c'est celui qui aime. En fait, l'idée, c'est de pousser les gens à aimer la culture, aimer l'art, aimer le théâtre, ou arriver juste à penser? Ma mission, en tant que directeur, avec une équipe complète qui est au diapason de ce que nous cherchons ensemble, eh bien nous avons pour projet de permettre à d'autres cette forme d'émancipation, oui, c'est-à-dire que de laquelle nous avons pu, cette aliénation de laquelle nous avons pu nous sortir, dans l'émancipation que nous avons, il y a un désir d'entraîner d'autres esclaves émancipés, si vous voulez, à trouver leur propre liberté. Mais c'est un projet de service public. Tout cela passant par des œuvres théâtrales qui sont proposées, qui permettent la pensée, le dialogue, le débat, par exemple, et nous permettent d'échanger après un spectacle. Acteur, ça veut dire quoi finalement? C'est l'idée de jouer, où il y a le fait d'agir aussi. Agir, bien sûr, le fait d'être en action, tout à fait, en émotion, c'est-à-dire en mouvement, et aussi en racontant des histoires. C'est là que ça se passe, c'est faire des récits. C'est être dans cet endroit encore symbolique qui fait que celui qui écoute voit des choses, entend des choses, imagine des choses, réinvente quelque chose. Et mon métier, c'est de raconter des histoires. Ou de les raconter seul, ou de les raconter donc toujours plutôt avec des auteurs en ce qui me concerne, et ensuite de les mettre en chantier pour qu'il y ait des êtres qui les partagent. À 12 ans, moi j'organisais dans des champs des petites réunions de gens du village. On amenait chacun sa chaise en paille, on la plantait dans la terre plus ou moins meuble qui s'enfonçait, et puis on faisait des spectacles d'enfants avec du public, avec des petites cartes d'invitation, avec tout le décorum, disons, du théâtre. Mais l'esprit était plus pour moi de réunir les gens que de jouer devant eux. Vous racontez toujours la même chose aujourd'hui. L'idée, c'est de réunir les gens plutôt que de unir se montrer. Assembler, oui, rassembler des gens. J'aime rassembler. C'est surtout ça. Votre rôle, vous avez l'impression que c'est quoi exactement? Il est extrêmement modeste et en même temps il est éclairé par beaucoup je dirais d'éclats, de paillettes qui font qu'il est un tout petit peu dévoyé. Voilà, il est simple ce travail, il a des milliers d'années, c'est le conteur, c'est le griot, c'est tous ceux qui racontent des histoires. Après, est venu polluer depuis un siècle une société de consommation qui fait de ces êtres-là des êtres mis en lumière. Je pense davantage au cinéma, à Hollywood et à toutes les industries qu'on va appeler de programmes, d'organisations sociales dont on sait qu'aujourd'hui le consommateur, c'est aussi un consommateur culturel. Donc j'ai eu accès à cet endroit et je me suis détourné. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé en fait d'être dans l'industrie. Puisque je crois, comme je l'évoquais, que le théâtre est une fabrique artisanale qui met en contact les auteurs et le public. Donc je suis plus un serviteur, j'aime bien l'idée d'un serviteur. C'est pour ça que vous avez décidé d'arrêter de jouer au cinéma Le cinéma est amateur de chair fraîche, il consomme de la jeunesse, il consomme de la beauté, de l'esthétique, du cosmétique, enfin beaucoup de choses qui sont un peu liées à notre société de consommation justement et au regard qu'on porte sur les uns, sur les autres, sur la jeunesse éternelle. Je crois un petit peu moins aujourd'hui à l'image
pour les questions justement de la monstration, c'est-à-dire du fait que c'est du très visible, du montré, par rapport au théâtre qui a cet aspect plus partagé. Et en même temps, vous touchez plus de monde. Mais avec le cinéma ? Avec le cinéma. Oui. Si vous touchez plus de monde avec le cinéma, vous avez l'impression que, en termes de qualité de lien, le théâtre permet de déplacer un peu plus les lignes ? Il me semble qu'on va avancer avec ce que nous vivons d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, c'est-à-dire un peu plus près de chez nous, une mondialisation un peu restreinte. Pourquoi vouloir avidement conquérir la planète entière et que ce produit soit le plus vu possible? Vous voyez, la question du vu aujourd'hui, c'est pas trop la qualité de ce qui est partagé, c'est le nombre de fois où cela est vu. On appelle ça une vue. On va appuyer sur les réseaux, on appelle ça une vue. Oui. Donc, vous avez l'impression que l'image tue l'imaginaire ? En tout cas, la question, c'est bien l'imaginaire. Ce qui nous fait humains, c'est notre capacité d'imaginaire. Et c'est cela qu'il faut chérir. Et l'idée d'une image peut être très liée au pouvoir. L'icône, l'histoire de l'icône, de l'iconomia, l'origine de l'image, qui vient donc remplacer le réel, au fond, qui vient s'interposer et représenter quelque chose, peut être un pouvoir très très violent sur l'autre. Au théâtre, aujourd'hui, on parle de cette transmission, cette capacité de s'augmenter l'un l'autre. On sait très bien que, et c'est tout le sujet de votre travail depuis de très nombreuses années, de nombreux publics ne se sentent pas en mesure, en capacité même de mettre un orteil dans des lieux de culture. Expliquez-nous comment, main dans la main, on arrive justement à permettre à ceux qui ne se sentent pas en mesure de s'élever ou même dans un désintérêt total du sujet, de finalement y prendre goût. Dans cette mission, l'arrogance que l'on peut avoir ou le surplomb que l'on peut avoir de celui qui sait et qui veut entraîner quelqu'un à s'élever, déjà c'est faire fausse route, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour les gens. On fait avec les gens, c'est-à-dire dire à quelqu'un « il faut que tu ailles au théâtre ». Alors là, c'est absolument abominable. En revanche, créer le dialogue, créer la rencontre, les outils de la rencontre, ça veut dire donc sortir des lieux. Première des choses, pouvoir sortir des lieux construits qui sont intimidants. Si quelqu'un ne met pas l'orteil dans un lieu de culture, c'est parce qu'il dit « ça n'est pas pour moi ». Donc ça n'est surtout pas juger quelqu'un comme étant en état de devoir obtenir quelque chose qu'il n'a pas. En gros, ça ne dit pas lui faire accéder à la culture, c'est un paradigme qui ne fonctionne pas, c'est celui d'André Malraux qui a fait beaucoup de choses pour le champ culturel, mais qui peut-être nous a écartés les uns des autres, parce que justement on n'a pas tenu compte de l'éducation populaire. L'éducation populaire, elle va de toute manière prendre appui sur ce que l'autre sait, quoi qu'il arrive. Ne pas savoir écrire, pour prendre l'idée de l'analphabète ou celui qui aurait cette souffrance éventuelle, c'est un savoir. En soi, c'est un savoir. C'est une égalité sensible. C'est-à-dire celui qui souffre de quelque chose qu'il n'a pas, il n'est pas inégal en sensibilité, bien au contraire. Lui permettre d'exprimer cette injustice, c'est lui permettre justement de s'appuyer sur ce savoir, cette souffrance, cette injustice, cette méconnaissance, qui est, d'un point de vue artistique, extraordinaire de capacité d'offrande, oui, de partage, si vous voulez, avec les autres. Qu'est-ce que finalement la scène, le théâtre, qu'est-ce que le théâtre donne à voir ? Le théâtre, comme d'autres arts, donne à voir de la différence, c'est-à-dire quelque chose de différent de soi, et là, il se passe une transformation de soi-même. Et ce choix de la différence, c'est le goût de la vie, parce que vivre ensemble les uns avec les autres, c'est apprécier les différences, pas seulement se tolérer, mais aimer la différence. Et plus quelqu'un est différent, dans ma vie personnelle, parce que j'ai réussi à avoir ce goût, plus il est différent de moi et plus il me travaille et il me change. C'est Saint-Exupéry qui dit « Frère, loin de me léser, ta différence m'enrichit ». Alors que très souvent, on se sent lésé par la différence de l'autre, et l'exclusion que cela entraîne, etc. Quand du public vient vous voir, qui vient échanger avec vous, puisque justement vous créez cet échange par-delà le spectacle, qu'est-ce que vous dites justement pour continuer à donner goût pour l'art, sans forcément l'asséner ?
C'est de ne pas expliquer, donner à voir plutôt que montrer, et amener l'autre doucement à avoir envie d'échanger avec moi, avec nous, avec les comédiens, à la fin du spectacle. Et c'est le travail justement du metteur en scène, du choix, du directeur en l'occurrence ou de la directrice d'un centre dramatique, que de choisir des œuvres qui vont œuvrer, qui vont ouvrir. L'œuvre va ouvrir quelque chose. Donc les œuvres, elles doivent parler aujourd'hui. Monter l'école des femmes de Molière, si on le monte à l'endroit où Molière parle, c'est-à-dire refuser la connaissance à une jeune fille pour qu'elle soit plus bête et qu'elle ne prenne pas justement le pouvoir sur l'homme, c'est parler de notre histoire d'aujourd'hui. Après tout, Robin Renucci, qu'est-ce que vous voulez transmettre, vous, à vos enfants, mes enfants, nos enfants, à moi? Qu'est-ce que vous voulez que je retienne, cette petite singularité qui est la vôtre? Alors, j'ai très envie de retrouver le sens du désir, c'est-à-dire nous sommes dans des sociétés qui se sidèrent, qui se pétrifient par le regard, la synaptogénèse des petits-enfants que l'on met devant les écrans à 1 mois, à 3 jours aujourd'hui. Et cet arrêt du regard, qui est la sidération, doit faire appel à cette désidération pour sortir de l'imaginaire, voir au-delà du sidus, voir au-delà des étoiles et retrouver ce goût humain du désir tout simplement de l'inconnu. Donc vous dites quoi à un enfant? Vous lui dites comment? Cherche l'inconnu et surtout trompe-toi le plus possible. En te trompant, tu découvriras des choses qui te feront marcher tout simplement, trébucher, ça me semble très important aujourd'hui. Et fuir les certitudes. Alors je le dis comme peut-être avec trop de certitude, c'est pour ça que je doute beaucoup et je continue à penser qu'au-dessus de tout ça, le doute est premier et nous sommes tout petits au moment où nous allons sur Mars et dans les étoiles, continuer à penser que l'inconnu est tel que c'est vers lui qu'il faut se projeter. Se projeter vers l'inconnu, nourri par la différence de l'autre, des autres. Merci Robin Renucci pour ce partage, pour ce que vous transmettez. Alors, est-ce que vous vous sentez transformé, vous qui nous avez suivis pendant une vingtaine de minutes? Est-ce que vous vous sentez changé? Est-ce que vous sentez un petit peu de Robin Renucci en vous? Un peu de moi éventuellement? Eh bien dites-le dans des commentaires là-dessous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cet entretien, à le liker, à activer la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui va paraître. Ça permet de soutenir tout notre travail. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao.